Lacan, nous et le réel, 69e séance. Vous écoutez? Oui, mais est-ce que vous y attrapez un petit quelque chose qui ressemble à du réel? Dans la difficile tâche de vous faire entendre ce soir, disons, quelque chose. On entend? On n'entend pas. Et comme ça, entend-on. Ça va? La dernière fois, nous avons vu à quel point la linguistique était une science qui possédait en elle-même les possibilités de saisir le mode opératoire de la psychanalyse, mais sans pouvoir s'en emparer. Et bien sûr, cela tient à l'écart qu'il y a entre ce que la linguistique ne peut pas saisir, puisque seule la psychanalyse permet d'en marquer la différence, c'est-à-dire le sujet de l'énoncé et le sujet de l'énonciation. Alors comment aborder cet écart-là de manière, disons, la plus simple, sans évidemment chuter dans le simplisme, qui est la falsification d'un propos. Dans ce registre-là, je viens de recevoir un message d'une amie qui me demande quelque chose concernant la position freudienne. Et elle me propose d'intervenir auprès de psy, comment elle les appelle. Et je n'ai pas accepté parce que, justement, elle me demandait aussi de le dire de manière très simple. Alors j'essaye toujours de dire de manière très simple, mais là, c'est là où il convient de faire la différence entre le simple et le simpliste. Le simple, c'est une certaine tension qui permet de se confronter à la complexité inhérente à cette tension du simple. C'est la même chose en graphisme. On arrive à quelque chose de simple, mais pour arriver à cette chose simple, comme le dessin d'une lettre par exemple, il faut soi-même traverser une certaine complexité. Donc là, je voudrais vous amener à traverser la complexité qu'il y a à saisir cet écart entre le sujet de l'énoncé et le sujet de l'énonciation. Donc nous avons vu la dernière fois comment les choses se mettaient en place progressivement. Et là, peut-être je vais commencer justement par cet abord linguistique de la question, avec ce qui est présenté par les linguistes, le nœud explétif. Lacan considère qu'il n'a rien d'explétif, ce nœud-là. Et justement, c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Je crains qu'il ne vienne. C'est une proposition typique de la langue française où le nœud en question signale une discordance entre le sujet de l'énonciation et le sujet de l'énoncé. Le sujet de l'énonciation, c'est ce qui permet de dire « je ». Donc il y a un sujet de l'énonciation derrière le « je ». C'est ça le sujet de la psychanalyse, en fait. C'est le sujet du signifiant. Le sujet du signifiant, je vous l'ai dit, dans un premier temps, il ne parle pas. Il est parlé et c'est par là qu'il s'appréhende. Et donc, c'est un effet qui intervient entre deux signifiants. C'est ce qui donne une position au sujet, et pourtant cette position n'est pas fixe, elle est toujours prise entre deux signifiants. Donc, dans le
je crains qu'ils ne viennent, en français, nous n'entendons pas plutôt, je crains qu'ils ne viennent pas. C'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que le sujet de l'énonciation n'a pas envie qu'ils viennent. Et donc il dit, je crains qu'ils ne viennent. Donc il y a ce ne qui marque un écart entre ce que dit l'énoncé et ce que veut dire l'énonciation. Là, vous avez un exemple, donc, qui est typiquement français. Alors, on reproche à Lacan de dire, oui, mais c'est typiquement français, c'est particulier à la langue française. Il dit, oui, certainement. Mais vous remarquerez aussi que, dans la langue anglaise, par exemple, le verbe ne peut pas être nié directement. On ne dit pas « I eat not », je ne mange pas. On dit « I don't eat ». Et donc l'auxiliaire qui est présent, là dans la construction, c'est celui qui témoigne justement du sujet de l'énonciation. C'est-à-dire qu'il y a besoin d'un auxiliaire, quelqu'un qui vient l'aider, pour énoncer sa véritable position, qui est celle qui est comparable au « je crains qu'il ne vienne », c'est-à-dire une discordance. Cette dimension de la discordance a été mise à jour par un psychanalyste qui était aussi un linguiste, qui s'appelait Pichon, Édouard ou Émile Pichon, je ne sais plus, et qui a réussi à articuler justement l'écart qu'il y avait entre les propositions qui étaient discordantes et celles qui étaient forclusives. Donc Édouard Pichon marque une différence entre des propositions qui sont forclusives, par exemple, où le « ne » est suivi d'un « rien ». Vous ne savez rien. Donc c'est forclusif. Il n'y a pas là de possibilité de remonter d'une différence entre un sujet de l'énoncé et un sujet de l'énonciation. Bien sûr que nous pouvons y remonter après coup, mais après coup, ça veut dire après avoir mis à jour la dimension justement qui n'est plus forclusive, mais qui est celle du discorde, la discordance. Et la discordance se met à jour là dans la proposition je crains qu'ils ne viennent, puisque là, nous ne sommes plus dans le ne qui vient nier quelque chose et qui est continué par une proposition où il y a une volonté là de forclusion. Et c'est ce genre de complexité dont il n'est pas possible de faire abstraction, c'est-à-dire d'éliminer, pour rendre compte d'une position freudienne originelle, qui est une position, disons, complexe. Et là, nous devons revenir justement à l'exégèse que donne Lacan, notamment dans les noms du Père, comme quoi le langage n'est pas là pour communiquer. Le langage n'est pas fait pour communiquer. En quoi il a ceci de lacanien, notre cher Freud, n'est-ce pas? Puisque tout ce qui vient nous dire autour du rêve, c'est uniquement de la construction du chiffrage. Ce chiffrage qui est la dimension du langage n'a rien à faire avec la communication. Ça n'a rien à faire avec la communication à quelqu'un d'autre. Ça détermine un sujet. Ça a pour effet un sujet. Mais le sujet, c'est bien assez qu'il soit déterminé par ça en tant que sujet. À savoir qu'il surgisse de quelque chose qui ne peut avoir que sa justification qu'ailleurs. À ceci près que dans le rêve, on la voit, à savoir que l'opération du chiffrage s'est fait pour la jouissance. Bien sûr que nous utilisons le langage pour communiquer, mais ça c'est une version dérivée. Le langage, il est là pour la jouissance du cryptage. C'est-à-dire que ce que découvre la psychanalyse, notamment avec Freud, c'est que il y a un gain de jouissance dans
de la part du rêveur qui lui-même crypte son propre message. C'est-à-dire que l'activité du rêve, le désir qu'il y a dans le rêve, ce que je n'ai pas dit la dernière fois que je voulais dire, l'accomplissement du désir dans le rêve, il est juste dans le fait de pouvoir dire quelque chose, c'est-à-dire de crypter. C'est ça la satisfaction du rêveur. C'est ça qui fait que une activité aussi naturelle, entre guillemets, j'ai toujours un peu de mal à employer ce mot-là, parce que pour l'être humain, il y a très peu de choses qui sont naturelles, puisque tout est toujours médié par la parole et par le langage. Mais disons, originelle, la dimension originelle, là, qu'on retrouve dans le fait de dormir, hein, tous les êtres de cette planète connaissent des phases de sommeil. Dans cette notion de sommeil, eh bien Freud arrive tout de même à y instaurer quelque chose, pour la première fois, qui soit de l'ordre du désir, en tant qu'il spécifie l'être humain en particulier. C'est-à-dire qu'en fait, le désir est le rêve est la réalisation des désirs. Et la réalisation du désir, c'est le fait de prendre le désir, comme justement la langue française permet de le dire, comme une désinence du dire, c'est d'arriver à crypter, donc jouir du cryptage. Donc ça ne veut pas dire pour autant qu'il faille se réfugier dans le jargon, comme le font la plupart des pseudo-lacaniens, mais prendre en compte la complexité du fait que il y a toujours dans l'aventure humaine une dialectique qui est à l'œuvre, et cette dialectique comporte toujours 3 moments, comme toute dialectique. Donc c'est forcément complexe. C'est pas justement comme l'opinion essaye de nous faire croire en nous abrutissant à coups d'informations, où vous êtes pour, vous êtes contre, vous êtes fil, vous êtes phobe, vous êtes pour, vous êtes anti, etc. Non, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que il y a à chaque fois, donc, dans chaque proposition qui est marquée par le langage, un jeu d'opposition, et il s'agit de s'y situer dans ce jeu d'opposition de manière dialectique. Donc, il n'est pas possible de simplifier à outrance la position psychanalytique, mais il est possible de la rendre audible quand même, à condition de partir sur l'idée d'accepter cette complexité. L'être humain est un être complexe, le monde est quelque chose de complexe. On ne peut pas aborder le monde ou l'être humain, même si le monde n'est qu'un mot et qu'il n'y a rien d'autre au monde qu'un objet petit a, l'objet petit a est quelque chose de complexe, donc on ne peut pas aborder cette complexité-là avec des outils rudimentaires et simples. Déjà que le langage est un mauvais outil pour saisir du réel, mais alors simplifier outrageusement le langage, ça rend impossible d'accès. On se vautre dans l'erreur et l'errance en permanence. Donc il s'agit pour nous aujourd'hui d'entrer dans justement une petite phénoménologie encore de cette apparition du sujet de l'énonciation en tant qu'il est le dédoublement du sujet de l'énoncé. Il est le dédoublement vécu comme ça, parce que nous entendons d'abord toujours un énoncé. Hein, il y a une phrase, un énoncé, par exemple, une femme vous dit « je ne t'aime pas ». C'est un énoncé. Mais le sujet de l'énonciation, là, qu'il y a derrière, ça serait « je ne dis pas que je t'aime ». Donc vous avez une chute de la négation qui provient du sujet de l'énonciation. Et le sujet de l'énonciation, il est lui-même le produit d'une négation. En tant que le langage tout entier vient en lieu et place de l'absence du rapport sexuel qui est impossible. Impossible, ça veut dire impossible à inscrire dans la structure. Alors évidemment, vous avez bien compris tout de suite que la fameuse phrase de Freud, l'inconscient ne connaît pas la négation, c'est parce que l'inconscient est déjà négatif. C'est unbewusst, c'est la négation du bewusst.
Mais cette négation du Bewusst, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de savoir. Wissen, je vous rappelle que ça veut dire savoir en allemand. Donc, Unbewusst, c'est quelque chose d'insu. Mais c'est un savoir insu. C'est là où on rentre dans les subtilités du signifiant, où, comme Lacan le rappelle, donc, avec l'aventure de Robinson Crusoe sur l'île, le signifiant, ce n'est pas encore la trace du pas de vendredi qu'il découvre. Mais le fait d'effacer cette trace et de pouvoir mettre, si je veux, une marque dessus, c'est-à-dire une croix, une barre et une autre barre, là, ça devient pleinement insignifiant. Il a été effacé. Insignifiant, c'est quelque chose qui peut s'effacer. La psychanalyse est de l'ordre du registre du signifiant. C'est pour ça que nous sommes convoqués à nous confronter à une forme de complexité pour aborder justement cette phénoménologie-là où, dans des moments simultanés, vont se nouer les cercles de l'imaginaire, du symbolique et du réel autour du petit A qui est l'envers du sujet, en quelque sorte. La formule du fantasme étant S barré, poinçon petit a, ça veut dire que le sujet et l'objet petit a ne peuvent pas apparaître simultanément parce que c'est ou l'un ou l'autre. C'est parce que ils sont chacun d'un côté et de l'autre simultanément de la bande de Möbius. Le creux fait le plein et le plein fait le creux. C'est ce qui définit le signifiant en lui-même. C'est-à-dire que l'origine du signifiant, c'est cette poterie originelle, dont je vous rappelle quand même que c'est la base même de la création de l'homme. C'est comme un vase. C'est quelque chose qui va être à la fois plein et à la fois creux, puisque le creux crée le plein et le plein crée le creux, et on ne sait pas qui est prioritaire l'un par rapport à l'autre, puisqu'ils semblent être simultanés dans la création même de la possibilité de signifier un contenant. L'homme est considéré, et ça pose beaucoup de problèmes, évidemment, sur le plan éthique, moral, scientifique ou philosophique, de considérer l'homme comme un contenant. Mais déplaçons cette notion de contenant sur celle du signifiant et débarrassons-nous aussi de cette notion de contenance du signifiant pour rester sur celle de signifiance et de déplacement de la chaîne signifiante. Donc nous sommes dans un registre qui est purement de l'ordre du signifiant dans la psychanalyse avec un primat du signifiant. Nous avons donc dans cette considération déjà du rêve comme l'accomplissement d'un désir pour continuer à dormir, donc ce qui veut dire que le sujet, lui, crypte de manière inconsciente, bien sûr, le réel de sa jouissance, de telle manière que cela ne va pas nuire à son sommeil, puisque l'objectif c'est de garder le sommeil, de faire en sorte que le sommeil perdure. Donc, le langage, au départ, est considéré comme une jouissance, qu'on retrouve bien sûr dans le fameux schéma de départ qui va donner la structure des discours, avec en bas à gauche la vérité, sous la barre, en haut de la barre le semblant, c'est-à-dire le signifiant, et dans la diagonale, en haut à droite, la jouissance. La langue, c'est fait pour jouir. Et c'est une jouissance civilisée. C'est-à-dire, c'est ce qui vient à la place de la jouissance ruineuse, celle dont on a beaucoup de mal à se défaire. Et c'est pour cette raison que la psychanalyse propose un acheminement vers la parole afin de civiliser la jouissance et d'arriver à dire ça, c'est une virtualité au sens, disons, plein du terme, du désir. Mais que la définition même d'un corps, c'est que ce soit une substance jouissante. Comment est-ce que ça n'a été encore jamais énoncé par personne? C'est la seule chose en dehors d'un mythe qui soit vraiment accessible à l'expérience. Un corps jouir de lui-même
Et on jouit bien ou mal. Et il est clair que cette jouissance l'introduit dans une dialectique où il faut incontestablement d'autres termes pour que ça tienne debout, à savoir rien de moins que ce nœud dont je vous sers en tartine. Que la jouissance puisse s'écouter à partir de ce moment même. L'amour sera quelque chose d'un peu civilisé, c'est-à-dire on saura que ça se joue comme un jeu, ça. C'est pas sûr que ça arrive, hein. C'est pas sûr que ça arrive, mais ça pourrait quand même venir à l'idée, si je puis dire. Pourrait d'autant plus venir à l'idée qu'il y en a des petites traces comme ça. Il y a quand même une remarque que j'aimerais bien vous faire concernant la pertinence de ce nœud. C'est que dans l'amour, ça quoi, les corps tendent. Et il y a quelque chose de piquant que je vais vous dire après. Ça à quoi les corps tendent, c'est à se nouer. Ils n'y arrivent pas naturellement parce que, vous voyez bien, ce qu'a dit Louis, c'est qu'un corps, ça n'arrive jamais à se nouer. Il n'y a même pas trace de nœud dans le corps. Donc, ce que remarque Freud, c'est bien sûr dans le rêve de la petite Anna, à qui sa nourrice, ou la femme qui s'en occupe, refuse de donner des fraises, des framboises et du flan en dessert sous prétexte qu'elle a mal au ventre. Et là, donc, ce que remarque Freud, c'est que quand la petite Anna s'endort, ce qu'elle prononce comme mot, elle parle dans son sommeil, et justement, elle rêve, et donc elle accomplit le désir, qui est de dire, elle dit d'abord Anna, très très important. Elle se cite elle-même. Donc elle se place elle-même parmi les signifiants majeurs, donc qui vont la déterminer dans son désir, son nom en tout cas. C'est là où on conçoit bien sûr le nom en tant que nom NOM et non NON, puisque l'équivoque signifiante en français nous sert bien là pour montrer que le langage en fait est d'une dimension négative, ce qui fait que si l'inconscient ne connaît pas la négation, c'est tout simplement parce qu'il est la négation elle-même. Et donc le réel, même au sens où Hegel approche cette notion. Donc, ensuite, Auerberg, Edberg, je ne sais plus exactement comment on dit le flanc, mais elle cite les mots, et il manquerait plus qu'à la fin de son message, elle se dise « terminé », pour qu'on ait un mode de présentation de la manière dont se construit le langage en tant que process d'une énonciation qui va chuter dans un énoncé. On retrouve cet exemple-là aussi avec le fameux « J'ai 3 frères, Paul, Ernest et moi ». On sait très bien que les enfants ne peuvent pas parler d'eux-mêmes à la première personne, puisque jusqu'à un certain âge, ils ne peuvent pas ne pas concevoir que toutes leurs pensées, elles-mêmes, appartiennent à l'autre, et donc que forcément le représentant de l'autre, qui ne se représente pas comme ça, puisque pour eux, l'autre, c'est déjà la mère ou les parents. Le père peut être intégré là dans cette galaxie, mini-galaxie familiale, puisque si les mots viennent de l'autre, bien, l'enfant se dit que les enfants, les parents connaissent toutes leurs pensées. Quand ils essayent de parler ou qu'ils pensent, ils s'imaginent que l'autre
ils voient clair dans leurs pensées. Donc la mère sait exactement ce qu'il pense. D'ailleurs, j'avais un ami qui me racontait que quand il était petit, sa mère lui disait, tu vois, tu peux faire ce que tu veux, dire ce que tu veux, etc. Eh bien, Dieu sait ce que tu fais. Et puis, il sait tout, il entend tout, il voit tout, même les petites fourmis noires sous les pierres noires dans la terre. Donc en fait, il y a chez les enfants une forme de transparence, comme ça, qu'ils accordent logiquement à la présence de l'autre en tant qu'il est l'autre du langage. Bien sûr, ils ne peuvent pas le dire dans ces termes-là, ils ne le conçoivent pas, mais c'est de l'ordre d'un réel, c'est-à-dire c'est une expérience qui est traversée en toute innocence par l'enfant qui, un beau jour, et c'est là la véritable naissance du sujet humain, c'est-à-dire qui sort de la gangue de sa subjectivité pour la première fois, c'est quand il se rend compte que, en vérité, ils ne savent pas du tout. Ils n'en savent rien, même. Et donc il y a un moment là, forcément, de jubilation féroce, de se dire « Ah, mais ils ne savent pas du tout ce que je pense, je me suis trompé depuis le début. » Ils ne savent rien, les adultes ne savent rien. Donc l'enfant récupère là la possibilité phallique de toute puissance qu'il accordait à l'autre, bien sûr, puisque l'autre avait la toute puissance sur lui-même, de s'occuper, de le nourrir, de transformer ses trous en orifices, comme on peut dire, c'est-à-dire de rassembler son corps morcelé par des soins, par le fait de donner à manger, de s'occuper, etc. En fait, l'autre ne sait pas. Et là, ce moment de jubilation est immédiatement renversé dans son inverse, c'est-à-dire, à ce moment-là, le sujet humain, qui n'est plus le sujet présupposé par les objets. Parce que dans la conception très enfantine, qui rejoint la conception scientifique, les objets, c'est-à-dire étymologiquement ce qui est jeté devant, tous les objets qu'il y a devant nous, qu'on étudie, au CNRS on étudie la bouche drosophile dans tous ses aspects possibles et imaginables, donc un objet. Donc ces objets, tous ces objets qui sont devant nous, présupposent un sujet. Présupposent. Il y a presque un pléonasme là-dedans, puisque subposer, c'est poser dessous. Donc, s'il y a des objets, il y a quelque chose qui est posé dessous. Et c'est le sujet qui lui-même étudie les objets. Donc le sujet, il apparaît comme l'ombre de ces objets-là, ou le débris de ces objets-là, ce qui justement ne rentre pas parmi les objets. On peut dire que c'est une définition minimale du sujet, c'est ce qui n'est pas objet. Au lieu d'être jeté devant, il est posé dessous. Donc, supposer, c'est ce que ça veut dire. Et c'est la même étymologie, supposer, poser dessous. Donc, c'est hypothésis, l'hypothèse, qui est aussi upokeimon, qui est le sujet, la manière dont s'écrit le sujet en Grèce antique. Et c'est aussi la substantia, la substance. C'est pour ça que vous avez cette phrase célèbre de Hegel, d'amener à concevoir non pas comme substance, mais aussi comme sujet. Le sujet, dans cette, perspective-là, il est uniquement déduit négativement de ne pas être l'objet, mais supposé par ces objets en tant que celui qui n'est pas l'objet et qui les étudie. Là, nous avons donc une dimension à la fois très enfantine, c'est-à-dire avant la naissance du sujet, à proprement parler. Il y a une phrase qui est très belle de Marguerite Yourcenar là-dessus, où la véritable naissance de l'enfant, c'est la première fois où justement il s'aperçoit de cette chose-là, qu'il n'est plus déterminé par quelque chose, mais par autre chose. Et c'est là où l'inversion a lieu. S'il n'est plus déterminé en tant que sujet par
ces objets qui le présupposent, par quoi? Comment se tient-il alors? Il tient sur rien alors à ce moment-là. Mais non, c'est pas sur rien. Il tient accroché à un signifiant, c'est-à-dire qu'il n'est plus défini que par le langage. Et c'est là où le sujet dont parlaient les scientifiques, ce qu'ils oublient, c'est que c'est le sujet parlant. Et pour être le sujet parlant, il aura fallu au futur intérieur qu'il ait été ce sujet parlé qui récupère la position d'être référent du système du langage et non plus du système des objets. Et donc là, il y a encore une double opération, c'est ça qui est complexe, qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'au moment où l'enfant se libère de l'imaginaire que l'autre parental peut lire toutes ses pensées et voir à travers lui, à ce moment-là, il s'aliène, donc c'est le premier moment de l'aliénation, il s'aliène au signifiant, c'est-à-dire à l'ordre symbolique, au langage. Le paradoxe, c'est que ces deux moments étant corrélés, presque comme l'envers l'un de l'autre, au moment où ils s'aliènent au signifiant, il procède à un rejet de l'autre. C'est-à-dire l'autre en tant que petit a. Mais pour lui, comme le petit a et le grand A étaient intriqués et indissociables à ce moment-là, eh bien, on peut dire que l'aliénation correspond au rejet de l'autre. Donc on rejette l'autre avec un grand A, le langage. Il faut revenir ensuite par assez d'expériences douloureuses dans l'existence et un sens de la vérité un peu chevillé au corps, comme ça, de ne pas avoir perdu son courage en cours de route par volonté d'adaptation, de reconnaissance, d'intégration groupale, pour remettre en cause cette chose-là et retrouver, notamment par le chemin de l'analyse, enfin, c'est quand même une voie privilégiée, la possibilité de reconnaître cette aliénation au signifiant, qui est le premier moment de libération possible de l'emprise du signifiant. C'est ce qui s'appelle, donc, dans l'enseignement lacanien, se faire la dupe du discours analytique, c'est-à-dire accepter d'être signifié par le signifiant, donc étudier l'inconscient. Essayer de déchiffrer l'inconscient dont je est le sujet. EST, ça peut s'entendre de diverses manières. Donc, le travail, là, il est de saisir à quel point la dimension du sujet, elle est toujours en question, et le sujet est quelque chose de mobile. Il s'agit de ne pas confondre le sujet d'une énonciation, plutôt il s'agit de ne pas confondre le sujet de l'énoncé dans la phrase avec le sujet de l'énonciation. On l'a un peu vu la dernière fois avec lève-toi et marche, ou viens. Quand je dis viens, il y a forcément un sujet de l'énonciation, mais il n'est pas signalé, c'est-à-dire présent dans le sujet de l'énoncé, mais le sujet de l'énonciation n'en est pas moins toujours là. Donc il s'agit de repérer l'articulation du sujet des énoncés avec le sujet de l'énonciation. Tout le travail de la psychanalyse réside là-dessus. C'est-à-dire, dans la cure, entendre quand le sujet ne fait que répéter des énoncés en pouvant s'imaginer que son sujet de l'énonciation ne se prend pas dans les énoncés qu'il est en train de répéter. Le sujet de l'énonciation est toujours là, puisque c'est comme une parenthèse en haut qui dirait « ça dit que je transforme en « je dis que ». Je dis ça et je le répète. Quand je dis je le répète, je prends conscience que le je dis est un ça dit. C'est-à-dire que le sujet de l'énoncé est toujours dans une certaine mesure entendable selon la formule lacanienne qui dit « le dit ne va pas sans dire ».
Quand vous êtes dans l'écrit, c'est-à-dire un énoncé, il n'y a plus l'instance de l'énonciation. C'est pour ça que Lacan considère que l'écrit n'est pas un langage. Il n'y a pas de réel dans l'écrit, sauf la trace que fait l'écriture. Donc le seul réel dans un écrit, c'est le trait d'écrit lui-même. Pour récupérer cette notion de réel, il faut revenir à la parole. Le travail de la psychanalyse étant toujours un aller-retour entre la parole, l'écriture et la parole. S'il manque cette notion de parole dans le retour, il n'y a plus de notion d'énonciation en tant qu'elle détermine le réel du sujet. C'est pour ça que la vérité ne prend pas son statut de l'exactitude de tel ou tel énoncé, mais des conséquences réelles à venir pour le sujet qu'il énonce. Ça, c'est une proposition justement psychanalytique qui saisit à quel point le fait de se faire la dupe du discours analytique, c'est la trace justement d'avoir traversé l'expérience analytique. Donc ça vous permet d'évacuer l'immense majorité des psychanalystes qui parlent selon le discours universitaire, et je vous rappelle que la structure du discours universitaire, dans son antipathie radicale au discours de l'analyste, c'est que le S1, le signifiant maître, là, il reste sous la barre, c'est-à-dire que le discours en fait recel. Personne ne veut rien en savoir. Donc voilà, nous sommes là dans cette approche de distinction du sujet de l'énoncé et du sujet de l'énonciation. Donc si j'ai parlé de cette complexité à laquelle il fallait nous confronter, c'est bien sûr dans l'optique de vous faire saisir à quel point, donc, comme dans l'emprise d'un nœud à trois cercles, que sont l'imaginaire, le symbolique et le réel, nous avons ce coinçage du correspondant du sujet, le sujet, lui, étant pris dans la chaîne des signifiants et toujours en mouvement, le véritable sujet de l'énonciation, le sujet du signifiant, le sujet de l'inconscient. La manière d'y accéder, c'est bien sûr par son corrélatif dans la formule du fantasme, qui est l'objet petit a. Alors vous savez que l'objet petit a, c'est quelque chose de très complexe aussi à saisir. Après, c'est comme lire Lacan, hein. Dans un premier temps, ça paraît tellement complexe et absolument incompréhensible, mais à force d'entrer dans la structure et d'écouter Lacan, non pas selon les présupposés du discours courant, mais d'écouter ça comme un rêve, c'est-à-dire la manière dont les signifiants s'agencent entre eux, il n'y a pas plus lumineux que Lacan. C'est cristallin. D'ailleurs, c'est le terme qu'il emploie lui-même, le cristal de la langue. Parce que le cristal, c'est à la fois la transparence et les facettes. Donc on a cette opération de facettes avec cet enfant-là qui d'un seul coup réalise que l'autre ne peut pas lire ses propres pensées. C'est d'ailleurs pour ça que les enfants mentent au début. Hein. C'est-à-dire l'origine du mensonge, c'est ce que Freud appelle le proton pseudos, c'est le mot qui vient à la place de la chose. Donc parler, c'est mentir. Hein. Donc, comment retrouver la vérité dans cet univers de mensonges-là, puisque le langage lui-même, l'engagement. On est engagé, quelque part, sur un mensonge, et donc, l'enfant, il va tester avec le mensonge pour s'assurer qu'effectivement, l'autre ne sait pas réellement ce qu'il pense. L'adulte est un ignorant. Il n'en sait rien. Ça le conforte d'une certaine manière et ça l'attriste d'une autre manière, puisqu'il ne peut plus compter là-dessus. Donc évidemment, il se retrouve ensuite à devoir se tenir seul sur un signifiant, sur le langage. Il n'a plus d'appui autre que ce signifiant-là qui est tout le temps mouvant. C'est une chaîne de signifiants, c'est une situation très anxiogène, très complexe. Et c'est là, bien sûr, qu'intervient l'objet
du désir. L'objet cause du désir, bien sûr, qui va être déplacé de telle manière que là, il faut revenir un peu sur Freud et ce qui est, disons, appelé la sexualité infantile. C'est évidemment très mal traduit, très mal compris, et il se dit n'importe quoi là-dessus. Freud n'emploie le terme de Sexualtrieb que pour la sexualité adulte, c'est-à-dire dégagée des premiers moments, disons, pulsionnels, qui s'appellent Geschlechtstrieb. Et Geschlechtstrieb, ce n'est pas la pulsion sexuelle telle qu'on l'entend. Les adultes qui parlent de pulsion sexuelle vis-à-vis des enfants signalent par là même leur propre perversion. Les enfants, c'est tout à fait autre chose qui se passe, c'est-à-dire que ce qu'ils découvrent par les 3 stades freudiens auxquels Lacan ajoute 2 occurrences, c'est-à-dire le stade oral, le stade anal, le stade génital, puis ajouté par Lacan le stade scopique et le stade de l'invocation, la pulsion invocante, celle de la voix. Donc ça, nous sommes là dans les 5 occurrences de l'objet petit a. L'objet petit a est dit objet cause du désir. Et donc, il est dit objet cause du désir parce que justement pour les enfants, il n'y a pas d'objet qui apparaissent au départ de la pulsion. C'est-à-dire la pulsion ne va pas vers un objet. La pulsion reste pulsion, c'est-à-dire qu'elle tourne autour d'un objet qui peut être n'importe quel objet. Donc, ce n'est pas l'objet qui définit et permet de déterminer la pulsion, mais c'est la pulsion elle-même qui est anobjectale. C'est pour ça que l'objet petit a peut prendre plusieurs formes. C'est-à-dire que ce qui apparaît comme, disons, Freud qui dit l'enfant est un pervers polymorphe. C'est pas du tout ça, c'est pas pervers polymorphe qui dit, il est polymorphiquement pervers. C'est pas du tout la même chose, ça dit même l'inverse de pervers polymorphe. Il n'est pas du tout pervers, un enfant. C'est juste que ces pulsions ne sont pas fixées sur un objet. C'est-à-dire que les pulsions vont trouver un objet à partir duquel elles vont pouvoir se satisfaire sur cet objet, et cet objet n'est pas défini à l'avance. C'est tout. Et c'est pour ça que ça s'appelle Geschlecht. Geschlecht, ça veut dire genre, mais pas gender au sens des Américains qui pensent que c'est une manière de se voir homme ou de se voir femme, etc. C'est pas du tout ça. C'est gender, c'est le Geschlecht, c'est l'espèce humaine. C'est ce qui définit l'espèce humaine, c'est que la pulsion précède son objet. Donc, on va retrouver ça dans un exemple que je donnerai tout à l'heure. Pourquoi l'objet petit a se place d'une certaine manière pour nous? Parce que dans la généalogie même du désir, qui va définir le sujet, nous sommes déjà dans une dynamique qui fait que les pulsions n'étant pas abouti, l'objet n'étant pas ce qu'il est défini. Alors c'est la différence entre justement, ça c'est le monde grec, c'est pour ça que Freud dit que ce qui concerne, disons, ces activités de sexuation des enfants, c'est là où il faut employer le terme de sexuation, parce que les enfants se vivent au départ comme non finis, en quelque sorte. Ils vivent leur corps comme une passoire, où il y a des trous, les trous des oreilles, les trous de la bouche, le trou de balle, comme on dirait maintenant. Et donc, la mère, ou disons ce qui leur tient lieu de mère et qui s'occupe d'eux, va transformer ces trous en orifices, va border, va faire en sorte que l'image, une certaine image du corps va pouvoir apparaître. Et donc, c'est avec cette dimension-là que est abordée justement la possibilité, à partir de l'Oedipe, de choisir son objet
dans l'autre sexe. Et ça, c'est tout le travail de l'Oedipe. Je vous renvoie au séminaire précédent, où il y a 3 temps pour ça, où les petites filles vont choisir leur objet sexuel du côté de la gent mâle, et les petits garçons du côté des femmes. Et ça, c'est un travail d'élaboration. Bien sûr qu'au départ, il y a cette bisexualité, parce que c'est une polysexualité, en fait, puisque l'objet n'est pas défini. La pulsion cherche un objet, et simultanément, le travail de déploiement psychique va permettre progressivement de choisir son objet dans l'autre sexe. Puisque, quand même, il faut savoir qu'au départ, ce qui correspond au fond du fond de la Genèse. C'est-à-dire, je parle même pas là de généalogie, c'est de Genèse, c'est que les fantasmes sont là pour que l'espèce se perpétue. Donc, il est logique que les fantasmes eux-mêmes, et donc tout le travail subjectif, le travail sur les pensées, puissent amener progressivement à une différenciation sexuelle et à choisir son objet dans l'autre sexe. Donc, ce qui va, il y a plusieurs petites vidéos là-dessus qui sont marrantes. J'en ai une, là où on voit un petit garçon, on s'imagine qu'il est en train de jouer au Lego, puis d'un seul coup, il voit une femme super belle, avec une robe moulante, etc. Il oublie tous ces jeux d'enfants, là. C'est-à-dire que d'un seul coup, il est appelé par le fantasme en tant que la formule du fantasme, S barré, poinçon petit a, fait que le petit a est le corrélatif de son sujet. Donc, l'objet cause de son désir, parce que la seule chose à laquelle il va pouvoir se raccrocher, puisque l'accrochage dans le langage ne tient pas, ça bouge tout le temps, c'est l'objet du désir. Donc, c'est là où le désir devient le dur désir de durer, comme dit le poète Éluard. Donc, nous avons cet objet petit a, et c'est pas parce que les femmes sont l'objet petit a de l'homme et qu'elles acceptent ça, qu'elles en ont le goût de faire ça. Mais d'une certaine manière, elles le savent. C'est-à-dire que eux, ils ont besoin de fantasmer sur les femmes, parce que sinon, ils sont accrochés à rien. Ils ne peuvent pas se résoudre à être juste un manifeste du langage, c'est-à-dire d'avoir leur énonciation qui est toujours prise entre deux signifiants qui ne contrôlent, qui ne maîtrisent pas du tout. C'est une perte totale de la maîtrise. Et accepter de se faire la dupe du discours analytique, c'est-à-dire de questionner son inconscient pour rester dans une forme d'acceptation, d'assumation d'être un process du signifiant, pouvoir dépasser les possibilités, disons, toxiques ou pathologiques qui sont liées à l'enchaînement des premiers signifiants, c'est un travail. Et je dirais même c'est un travail de toute une vie. Donc, la manière dont l'enfant constate dans un premier temps que les parents ne savent pas, donc l'autre ne sait pas, mais en même temps, l'autre sait, puisque cette fois on passe de l'autre avec un grand autre, on passe de l'autre avec un petit a à l'autre avec un grand A, puisque tous les mots appartiennent à l'autre. Mais l'autre n'est pas incarné, c'est-à-dire que c'est un schème vide. L'autre lui-même est castré, puisque le signifiant pur, peut-on dire, c'est-à-dire le phallus, lui, n'appartient même pas à l'autre. L'autre, en tant que trésor des signifiants, manque lui-même du phallus. Il n'est pas... c'est un schème qui fonctionne de manière automatique, mais il n'est pas vivant. Donc, arriver jusqu'à ce point disons, destitution de l'autre en tant que fantasme, mais pas de son savoir ni de sa vérité, puisque nous ne venons jamais à bout de la vérité de l'autre ni de son savoir, c'est tout un travail. À quoi s'attelle la psychanalyse depuis Freud? Parce que là, je vous donne la version, disons, lacanienne, qui a assez travaillé le texte et puis, dans son expérience clinique, a vu ce qu'il en était réellement pour essayer de vous le restituer de manière un peu simple, sans que ce soit simpliste, c'est-à-dire sans aplatir les niveaux et en conservant le degré de tension qui fait la complexité de la chose. Donc, ce mouvement trinitaire de l'enfant, ça ressemble à la Aufhebung hegelienne qui, d'un seul coup, va subir trois
trois mouvements pratiquement contradictoires les uns avec les autres, de destituer l'autre, se trouver raccordé à un signifiant, donc réaccrocher et dépendre d'un signifiant, en même temps nier l'autre, et encore un aboutissement de l'autre avec petit a, avec l'autre avec un grand A, et donc ne pouvoir se raccrocher qu'à l'objet du désir, c'est-à-dire une forme d'incarnation, de venir là sur Terre et de régler ce qu'il y a à régler par rapport à un réel. Parce que ça ne se passe pas uniquement sur le plan de la pensée, mais que la pensée doit s'éprouver à la pratique, et c'est toujours à la pratique que revient le dernier mot. Et donc là, nous avons l'enfant qui focalise petit à petit sur un objet de désir, des objets de désir, et c'est là où on retrouve justement, comme Lacan le signale dans son séminaire, l'histoire de l'avare et de la cassette. Si on savait ce que contient la cassette, on en saurait plus sur ce qu'il en est du désir. Parce que la cassette elle-même, c'est pas l'argent ou l'or qu'elle contient, c'est le fait que ce secret-là, c'est l'objet petit a du sujet. Donc, en connaissant l'objet, eh bien, on peut remonter jusqu'au sujet. C'est pour ça que les analysants ont beaucoup de mal avec le fantasme, à avouer leur fantasme, à leur dire. Alors que, effectivement, il n'y a rien de plus commun que le fantasme. Même si les fantasmes définissent chacun des sujets, il n'empêche que le fantasme se prend sur un fond phylogénétique. Donc, c'est pas ça qui détermine leur singularité subjective. Mais pour eux, bien sûr, oui. Et c'est pour ça que dans la règle du jeu de Renoir, le collectionneur qui collectionne des boîtes de musique, quand il présente sa dernière boîte de musique parce qu'il peut pas faire autrement, il a honte, il rougit parce que il a l'impression que tout peut se savoir là, à ce moment-là, de ce sujet. Qu'est-ce qui peut se savoir du sujet? Il peut se savoir du sujet qu'il est castré. Voilà, c'est la castration dont nous avons honte. Nous avons honte d'être castrés parce que cette castration fait remonter jusqu'à cette volonté de prise de possession du phallus en tant qu'il est la toute-puissance, et au moment où nous allons nous en saisir parce que nous voyons que l'autre ne sait pas, eh bien on s'aperçoit qu'il nous glisse entre les mains. Nous ne pouvons pas le prendre parce que l'autre avec un grand A ne l'a pas non plus, le phallus. Et c'est pour ça que nous sommes des sujets parlants. Parce que par la parole, nous pouvons retrouver un petit bout de réel à chaque fois qui nous permet de, après nous être réconciliés avec l'aliénation au signifiant, nous permet de jouer notre émancipation progressive et partielle vis-à-vis des aspects pathologiques de notre aliénation au signifiant. La formule de Cantelin, dans le moment, il y a 2 ans, où j'essayais d'articuler l'acte avec rester en panne, que je fasse avec le vocabulaire. La formule donc, dans le temps, et j'ai formulé où je ne pense pas, où je ne suis pas alternative. Eh bien là, il y a sûrement d'être absolument terminé, sans figure, la terre est vraiment, et qu'il s'agit d'une couleur humaine. Encore, sur la justifier, faut-il que la production gagne strictement et évident que de se produire elle-même à la place dominante des seuls dans le discours de l'esthétique, pour qu'il soit un expression sur le sujet. Et là, c'était que devant ce barrière qui s'exprime de la bouche orientale ou de l'hôpital. Là où je pense, je ne me reconnais pas. C'est une partie de la question. Là où je suis, c'est populaire où je m'égare. La vérité, présenter les choses, le laisse à droite. Il déclare que malon. Là, c'est ceci. Et rester si longtemps obscur au niveau du discours qui parle.
Inte stationell C'est pour ça que vous pouvez entendre par exemple une bonne blague dans un restaurant ou un repas. Et puis, dès que vous voulez la raconter, vous l'avez oubliée. Parce que c'est un trait d'esprit. Donc ça concerne la manière dont fonctionne l'inconscient. Et la manière dont Lacan parle de ça aussi, c'est très drôle parce qu'il dit que la Traumdeutung est un livre magique dans la mesure où vous le découvrez à chaque fois. C'est tellement plongé au fond de l'inconscient, qui n'est pas un fond d'ailleurs, hein, ça aussi c'est une erreur de langage, je répète des choses de manière stupide sans m'apercevoir, comme tout le monde. Donc c'est justement la surface, à la surface même de ce qui est lu, il y a un effet miroitant qui fait que vous le relisez, vous dites mais j'ai jamais lu ce livre-là. Je me rappelle vaguement de certaines choses, etc. Mais c'est un livre magique puisque vous le relisez chaque fois, vous avez toujours un livre nouveau. Parce que tout ce qui est de l'ordre de l'inconscient s'oublie. Et bien sûr, pour illustrer donc cette puissance du rêve et l'équivoque signifiante qui y demeure, parce que je vous rappelle que seul l'équivoque permet de sortir du symptôme, hein, l'interprétation psychanalytique n'est pas une interprétation du sens, mais jeu sur l'équivoque. Il y a cet équivoque magnifique de celui qui est très malheureux. Alors, il paraît que donc Lacan dit, je l'avais pas vu dans les premières édition de la Traumdeutung, et après, il était rajouté, c'est le rêve du père mort. Donc, le rêveur qui est très, affecté par la mort de son père, raconte que son père est mort, et il rêve de son père, et il rêve de son père qui ne savait pas qu'il était mort. Évidemment, pour bien comprendre, il s'agit d'aller chercher dans les signifiants. Hein. Il ne savait pas qu'il était mort selon son vœu. C'est-à-dire que il souffrait tellement de cette maladie que le rêveur avait souhaité la mort de son père. Pour le délivrer de cette souffrance atroce qu'il avait. Et je sais ce que c'est. J'ai dû assister mon propre père dans ces derniers moments. Et il avait lui-même, donc, il était tombé, il avait eu une atteinte de gangrène, et donc on devait lui couper la jambe. Mais comme son cœur ne battait qu'à 50%, il fonctionnait qu'à 50%, il était impossible de lui faire une anesthésie, donc on ne pouvait pas lui couper la jambe. Et les médecins étaient très embêtés, et donc je suis allé voir mon père, je lui ai dit, qu'est-ce que tu préfères ? Et il ne parlait plus, donc il a... c'est pas moi qui l'ai fait directement, c'est ma compagne, elle lui a dit, est-ce que vous préférez mourir en toute conscience, ou bien qu'on augmente autant que possible la dose de morphine, et comme ça, vous partez sans souffrance. Si c'est le premier, vous serrez une fois la main, si c'est la deuxième, 2 fois. Il a serré 2 fois la main. Et comme l'avaient souligné les infirmières, mon père était vraiment loin d'être quelqu'un de douillet, puisqu'il était major, c'est-à-dire fusilier commando, celui qui en tant que... Les fusiliers commando restent des sous-officiers, mais ils ne prennent leurs ordres que du commandant. Donc il était major sur le Foch, sur le Clemenceau, sur le bateau de guerre, parce que il était celui qui était responsable de la guerre et donc de la sécurité sur les bateaux. Il avait la possibilité de mettre le commandant en second, c'est-à-dire un officier très gradé, au trou. Et donc c'était vraiment un dur à cuire. Il était parachutiste, nageur de combat. Il a fait toute sa carrière dans la marine nationale comme guerrier. Il était sur tous les coups, etc. Eh bien, à peine on lui posait le drap sur la jambe,
il blêmissait comme ça et il émettait un gémissement. Et les infirmières m'ont dit, pourtant votre père est pas douillet, mais là, la douleur est insupportable. Donc, il est possible de comprendre que la mort puisse être libératrice. Mais dans le cas de notre rêveur, donc, en se référant à cet épisode où il a souhaité la mort de son père pour le libérer de la souffrance et de la douleur, il refoule simultanément, puisque l'inconscient c'est une affaire de refoulement, le fait qu'il avait déjà souhaité sa mort, que c'était son Wunsch, comme dit Freud, son souhait. Mais là, c'est quand il était en position, disons, de rivalité avec le père, quand il était petit. Et donc ces deux clausules-là se font la guerre dans le rêve, au point où le rêveur lui-même, dans le « il ne savait pas qu'il était mort », occulte sa propre position et la négativité de son propre rêve, de pourquoi il rêve ça, pour ne pas se souvenir, notamment, qu'il avait souhaité la mort du père dans un état de rivalité. D'abord, le dernier rêve amène Eric que je fais en sorte de remarquer l'action qui ne passerait le rêve est long et que j'ai proposé d'analyser, d'aligner sur les crédits de l'énonciation et il ne savait pas, il est fort. Ceci pour me rappeler que deux choses en effet, la mort n'existe pas. Il y a quelque chose qui survit et la question n'en est pas pour encore un refus. Ouais, car, ou bien, il n'y a rien au-delà de la mort et il est bien assuré que dans ce cas, il ne le savent pas. Et c'est pour dire que nul ne sait, en tout cas, et donc, que c'est que la mort. Voilà. Donc « il ne savait pas qu'il est mort », il s'adresse bien sûr au père, puisqu'il est mort et il apparaît dans son rêve, ce qui est bizarre pour lui. C'est-à-dire que le père est mort, mais il apparaît dans son rêve comme s'il était vivant. Donc il ne savait pas qu'il était mort. Ce « il ne savait pas » s'adresse aussi bien donc au père qu'au fils qui, lui, ne savait pas qu'il avait souhaité la mort du père. Donc qui ne voulait pas savoir. Donc je vous rappelle que ça définit la structure de la névrose. Ne pas vouloir savoir, ne rien vouloir en savoir.